La première phase du MCU a été un véritable succès. Maintenant, il fallait rempiler avec les suites. Maintenant qu'on avait réalisé le fantasme de plusieurs fans, c'est-à-dire faire un premier film Avenger, il fallait en faire d'autres. Et donc, faire une phase 2. Et le but de cette phase 2 a été vraiment de consolider la place du MCU dans l'univers cinématographique. C'est-à-dire, juste réunir les plus grands super-héros, c'était pas suffisant, il fallait faire toute une saga autour de ça. Et donc j'ai regardé tous les films de la phase 2, et pour moi je pense qu'il est temps de les juger. Bonjour, bonsoir à tous, c'est Nico de la chaîne Boucher Studio, et bienvenue dans cette tier list sur les films de la phase 2 du MCU. Lorsque sa vie personnelle est menacée, Tony Stark se lance dans une quête acharnée pour retrouver les coupables. C'est toute la vie de Tony qui est remise en question. En même temps, il fallait pas dire à tout le monde que t'étais Iron Man. Dos au mur, il ne peut plus compter sur ses inventions. Tout ça pour se rendre compte que son ennemi juré était un gros geek. Est-ce l'homme qui fait le costume ? Ou bien le costume qui fait l'homme? Je trouve ce film très intéressant. Déjà, c'est rempli de passages un peu cool. Le générique de fin est dingue. Dans les bandes annonces, on nous tease l'arrivée du Mandarin, l'un des plus grands méchants des comics Iron Man. Mais dans le film, le Mandarin n'est qu'un acteur, ce n'est qu'un alibi. Et du coup, c'est un bon pied de nez à ce que voulaient les fans. Mais soyons honnêtes, le Mandarin ne peut pas exister dans le MCU. Pour une raison bête, c'est un personnage ouvertement raciste. Je suis en train de niquer 20 ans de carrière là. C'est un personnage qui est né pendant la guerre froide, c'est une caricature d'empereur chinois bizarre, et même si avec les années on a trouvé le moyen d'en faire des versions plus modernes, comme par exemple la version Ultimate que j'aime bien, en fait c'est vraiment juste une entreprise, le fait est que Shane Black, le réalisateur, a choisi de partir sur une autre direction. Et en vrai, c'est loin d'être bête. Et l'un des problèmes du film, selon moi, c'est qu'on se retrouve avec un autre méchant à la place qui est turbo nul, Aldrich Killian. Alors c'est un autre chef d'entreprise, un peu comme Hammer dans le deuxième film, il crée un espèce de virus de lave feu bizarre, bref j'ai pas compris ce truc. Et même si ça crée des passages un peu cool, parfois on est dans le ridicule assumé. Quitte à être dans le ridicule, mettez le vrai Mandalorian. Non, quitte à être dans le ridicule, mettez le vrai Mandarin. Là, on va la cruche à l'eau, qu'à la fin, tu me les brises. C'est un film qui a pas mal d'idées, qui instaure quelques pistes pour les films suivants, et qui est toujours sympathique à regarder. Et du coup, c'est un B pour Iron Man 3. Malekith, un elfe noir, était à la recherche de l'éther, un pouvoir étrange capable d'altérer la réalité. Thor doit s'engager dans cette aventure périlleuse pour sauver tous les mondes de l'éther. Alors Thor 2, c'est un film oubliable. La mise en scène est bof, il se passe pas grand chose. Quoique il y a certains visuels et certaines images qui sont plutôt cool en vrai, mais niveau mise en scène, c'est le néant absolu. En fait, c'est un film qui est là pour préparer les suites, mais qui en soi ne raconte pas grand chose. Alors Eccleston dans un rôle de méchant, c'est trop bien. De toute façon, je l'ai toujours dit, les docteurs en méchant, c'est toujours des super surprises. C'est toujours cool. Et puis là, il a un maquillage qui lui donne une gueule pas possible. Non, vraiment, c'est cool. J'aurais aimé qu'il ait un peu plus de place pour s'exprimer, pour développer son personnage. Mais en même temps, on est dans Thor 2. C'est ça qui est un peu relou. J'ai l'impression que le MCU a peur de faire des bons films. J'ai l'impression qu'ils ont peur de prendre des risques sous prétexte que ça fait partie d'une grande timeline. C'est un film moyen, mais pas insultant pour autant. Du coup, je lui donne un C. Après les événements d'Avengers, Steve Rogers vit sa petite vie à Washington. Il essaye de s'adapter à ce monde moderne. Lorsqu'un ancien allié refait surface, Bucky. Mais cette fois-ci, tout est différent. Il a un bras mécanique et semble avoir prêté allégeance à Hydra. Il se fait connaître maintenant sous le nom du soldat de l'hiver. Il va nous apprendre pas mal de choses sur le Shield et son fonctionnement. Comment Hydra a-t-elle survécu? Et en fait c'est un peu comme Thor, sauf que là le film a un peu plus de trucs à raconter. Alors déjà son plus gros défaut c'est qu'ils ont raté Batroc. Batroc c'est le meilleur des pires méchants. Par contre ils ont réussi Crossbones je trouve. On n'est pas obligé d'avoir des turbo méchants dans chaque film. On peut laisser des graines là et le revoir plus tard, c'est pas très grave. Et là pour le coup c'est une vraie réussite. Le soldat de l'hiver est vraiment impressionnant. Chaque scène où il apparaît, c'est toujours très impactant. Il y a vraiment un effort particulier pour le rendre fort et puissant.
et c'est les mêmes réalisateurs qui vont faire plus tard les 2 films Avengers, Infinity War et Endgame, et on voit qu'il y a un peu le même traitement avec Thanos. Vraiment, c'est cette idée de soigner chaque apparition d'un personnage bien particulier, et franchement, dès qu'il apparaît, c'est cool, c'est surprenant, c'est choquant. Donc par contre, toute l'enquête un peu mollassonne là, sur Hydra, sur le Shield et tout, pour être honnête, j'ai quasiment tout oublié alors que je l'ai vu récemment. Il y a Zola qui revient, c'est cool, j'aimais bien le perso dans les comics, mais franchement, un peu oubliable. Et pourtant, il est essentiel pour comprendre ce qui va se passer ensuite avec le Shield. Donc du coup, pour tous ces efforts, je lui donne un B. Peter Quill est un aventurier dragueur et surtout loser, traqué par tous les chasseurs de primes, car il a en sa possession un globe mystérieux. Dans son aventure, il fera la rencontre de Gamora, la fille de Thanos, Drax, l'un des hommes les plus dangereux de l'univers, Rocket, un ingénieux inventeur, et Groot, un humanoïde semblable à un arbre. Cette équipe atypique va devoir malgré tout sauver l'univers pour en devenir les gardiens. Franchement, Les Gardiens de la Galaxie, c'est un film que j'aime bien, que je trouve sympathique, et qui donne un petit vent de fraîcheur dans ce MCU qui peine un peu à se renouveler. C'est le genre de personnage que j'aime bien, c'est des losers, mais pas trop. C'est un film sur des super nazes en fait, et ils sont un peu punks dans leur manière de faire les choses et tout, c'est vraiment j'aime bien. Donc Les Gardiens de la Galaxie, je leur donne un A. Alors que Tony Stark tente de relancer un programme de maintien de la paix, jusqu'à présent suspendu, les choses tournent mal. Il crée par mégarde Ultron, une force robotique inarrêtable. Tous les héros vont devoir se rejoindre pour se battre contre cette menace. Le film est vraiment cool. Il y a des thématiques intéressantes, des images stylées, des trucs un peu rushés quand même. Il y a par exemple peu d'Ultron au final. C'est un méchant que j'aime beaucoup. Ça commence à être compliqué d'insérer des personnages Marvel partout. L'équipe se voit renforcée, on en avait besoin. C'est un bon moment à passer, mais sans plus, c'est ça le problème. Mais on sent qu'il y a quand même beaucoup plus de travail dans un film Avenger que dans les autres films solo. Donc je lui donne un A. Scott Lang est un jeune père de famille. Il a une vie compliquée et sort tout juste de prison. Le problème c'est que le vol et le cambriolage, il a ça dans le sang. Ce qui va attirer l'attention du docteur Hank Pym, l'ancien Ant-Man. Et pour une mission très périlleuse, il va lui prêter son costume qui lui permet de rétrécir de la taille d'une fourmi. Lucas, fourmi malgré lui. Alors bizarrement, après le film Avenger, ils nous ont sorti le film Ant-Man. Il y a des gros problèmes de cohérence. En fait, je comprends pas le système de rétrécissement. Quand tu es petit, tu conserves ta force de quand tu es grand, mais tu as plus d'énergie, donc tu peux faire plus de dégâts. Par contre, quand tu as le jouet en plastique qui devient géant, il est plus lourd que sa taille de base. Faudrait m'expliquer le lien entre les deux trucs. Par exemple, t'as une scène où t'as Scott qui se fait emporter par l'eau dans une baignoire et qui atterrit sur un morceau de carrelage et le morceau de carrelage craque. Alors, si t'es capable, avec ton propre poids, de péter un morceau de carrelage, comment ça se fait que t'arrives à te faire emporter par l'eau ? C'est pas un gigantesque courant, quoique ça peut influer en fonction de la taille. Mais du coup, comment tu fais pour péter un... Il y a trop de trucs que je comprends pas, c'est bizarre. Qu'est-ce qu'il y a, Chloé ? S'il a pas de prise, je veux dire... Il se peu laisse importe emporter. la taille, voilà, peu importe le poids que tu te fais emporter par l'eau si t'as pas pied et que t'as pas de prise. Oui, mais Chloé, imagine, tu prends un tout petit poids de 80 kg et que tu le mets au fond d'une baignoire et que tu mets de l'eau. Bah, Le les poids- gens, ils flottent. Le poids, il va rester au fond. C'est pas parce que moi je flotte pas que les gens ils flottent pas. Ah, c'est trop... Si t'as de l'air dans les poumons, tu flottes et du coup t'es plus dans le sol. Sinon les gens ne nageraient... Enfin, les gens pourraient pas rester comme ça sur la surface sans vraiment nager. Oui, mais ça, c'est l'oxygène que tu as dans les poumons qui t'aide à rester en hauteur. Mais vu qu'il est tout petit, il a moins d'air dans les poumons. Bah, c'est pas logique. Il y a un truc que je comprends pas, c'est peut-être moi qui est bête. C'est moi qui est bête, peut-être. Mais reste que, pour l'instant, les problèmes de cohérence, ça va. Mais ça sera dans les autres films où ça va être vraiment le bordel. Alors, dans mes notes, j'ai noté, il y en a marre des blagues. Oui, c'est vrai, c'est la formule un peu du MCU, saupoudré d'humour chacun de ses films. Et tu as des personnages comme Tony qui, ça fait partie un peu de leur fonction d'être cynique et de faire des vannes souvent. Mais alors, là, Ant-Man, il en fait trop, ses potes en font trop, il y en a tout le temps, on en baigne, et on n'est pas dans une comédie, on est dans un film qui mélange science-fiction, super-héros et espionnage. Donc il devrait y avoir des vrais moments de tension, peut-être des blagues de temps en temps, mais des vrais moments de tension. Et là, il y a vraiment trop de blagues. En plus, le film raconte pas grand-chose. En fait, on s'ennuie un peu devant. C'est un peu triste à dire. J'aime pas dire ça, qu'on s'ennuie, parce que ça peut dépendre des gens et tout. Peut-être que c'est le sujet qui me parle pas.
mais en même temps j'ai l'impression que le film ne fait pas d'effort pour m'intéresser, vous voyez ce que je veux dire? C'est bien d'avoir mélangé 2-3 styles comme ça, parce que ça aide à donner de la légitimité au film de super-héros, mais en même temps, on en a bouffé tellement que faire des mélanges comme ça, ça permet de souffler un peu. On va regarder un film d'espionnage où t'as un mec qui peut prendre la taille d'une fourmi, donc voilà, ça change un petit peu, on souffle. Même si, j'avoue, qu'on aurait pu faire mieux. Le film est un peu mou et mal exploité. Et le truc autour d'Hank Pym, c'est un peu bizarre. En gros, Hank Pym, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le vrai premier super-héros qui met le costume de Ant-Man. Faire ça en mode Legacy, en mode toi tu vas prendre mon costume et tu deviendras le nouveau Ant-Man, c'est un truc qui est très important dans les comics parce que tu as des super-héros qui ont changé plusieurs fois d'identité, plutôt de propriétaire, je sais pas comment on dit, mais aussi ça permet d'avoir un super-héros, donc Scott, qui n'a pas les mêmes facultés que Tony Stark ou d'autres personnages, parce que les gens veulent absolument voir une adaptation parfaite des comics, ils veulent absolument voir les 4 Fantastiques dans le MCU, mais gros, quand vous allez avoir tous vos super-héros méga intelligents, genre Spider-Man, Bruce Banner, Hank Pym et Reed Richards se rencontrer, où ça va être que des gros cerveaux qui arrêtent pas de parler en gros cerveau, vous allez bien vous rendre compte que c'est chiant, et que c'est bien d'avoir plein de personnages qui ont tous des fonctions différentes en fait. Mais c'est un peu bizarre, pourquoi Scott plus qu'un autre? Je suis un peu dubitatif. Donc c'est un film qui m'a pas convaincu, j'ai pas envie de m'investir plus dessus, donc je vais lui donner un C. Hey Bushy Studios, I love you!